Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Dans ce balado, je prends le temps de discuter avec des personnes qui consacrent leur vie aux plantes et aux vivants pour parler de leur parcours, de leurs expériences et de ce qui les anime. L'objectif est simple, prendre le temps de mieux comprendre celles et ceux qui consacrent leur travail et leur passion au monde végétal et apprendre de leur regard. Cet épisode est présenté par Gloco, une entreprise québécoise fondée en 1919 qui se spécialise dans les semences de gazon, ainsi que des engrais et des composts biologiques adaptés à notre climat, dont les gammes herbioniques et bioniques, conçues pour jardiner tout en respectant la biodiversité. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Dominique Lamontagne, écrivain paysan installé à Sainte-Lucie des Laurentides. Avec sa famille, il exploite une petite ferme vivrière où il expérimente depuis plusieurs années différentes façons de produire une part importante de son alimentation, tout en cherchant à réduire le travail et la dépendance aux intrants. Dominique est notamment l'auteur de La ferme impossible, L'artisan fermier, La chèvre et le chou et Vivace, carnet d'autonomie élémentaire. Il publie maintenant Toucher terre, guide d'omniculture responsable, un livre dans lequel il décrit très concrètement le fonctionnement de sa ferme impossible. Dans cet épisode, on parle d'autonomie alimentaire, d'omniculture, de la réalité du travail sur une petite ferme et de ce que cette expérience peut nous apprendre sur notre relation à la terre. Bienvenue au balado, Dominique. Merci de m'avoir invité. Avant d'embarquer dans le livre, dans la genèse de la ferme, j'aimerais ça qu'on remonte un peu dans le temps, mal loin dans le temps. Est-ce que tu as comme des moments marquants dans ta jeunesse, ton enfance, avec la nature ou avec le monde agricole, des moments qui t'ont marqué? Ben, en fait, Vivace, le livre que je viens d'écrire, celui que j'ai écrit en fait avant le guide pratique dont on parle, je présume, aujourd'hui pas mal, c'était un carnet de bord, puis je remonte à cette époque-là où moi j'ai fait, entre autres, l'école à la maison au primaire, en partie, parce que mon père était, je dirais, fasciné par l'enseignement. Il était enseignant, il était prof à l'université, ma mère aussi, et puis on était toujours dans les projets de lancer une école alternative ou de s'impliquer beaucoup dans celle où j'étais, puis tranquillement, j'ai débarqué des écoles plus formelles, puis c'est là où je suis devenu plutôt à temps plein à l'école à la maison, puis c'était de la pédagogie par projet. Donc moi, je me perdais dans le parc de la Gatineau, je remontais étal d'ail des bois, je cherchais un gros méné dans une source cachée de ruisseau. Donc, j'ai tout le temps été très ennaturé, là. Tu sais, en anglais, ils disent unschool, rewild. Ouais. Et puis, donc, j'ai toujours été très, très les mains dedans, que ce soit pour cuisiner, pour construire. Donc, le DIY, comme ils disent en anglais, le faire soi-même, ça a tout le temps été un vecteur principal de tout ce dans quoi je m'embarquais. Donc, refaire des affaires, démonter des affaires, inventer des affaires, puis essayer de les vendre. Je pense que ce qui caractérise mon enfance, puis le reste de ma vie aussi, c'est l'intérêt du faire soi-même. Puis l'agriculture, c'était juste une question de temps avant que ce faire soi-même-là débarque, puis prenne presque toute la place, parce que y a-t-il un meilleur faire soi-même que ce qu'on va manger? Ouais. Avant de faire le saut à la campagne, à la ferme, à quoi ça ressemblait ta vie, là? Tu habitais en ville, mais bon, qu'est-ce que tu faisais comme métier? T'habitais où? J'ai fait un an d'un bac en arts visuels à l'Université d'Ottawa. Je me suis tanné de cet environnement un peu... je sais pas, il y a une prétention quand même qu'il faut avoir quand on se dit artiste avant d'être artisan. J'ai toujours préféré, je pense, être artisan, qui selon moi est une forme d'art absolument légitime. On a déménagé à Montréal parce que j'avais lancé ma propre petite boîte de création multimédia. C'est l'époque du CD-ROM, du début du site web, de l'infographie. On était là dans un grand loft, puis finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait le plus, c'est quand on recevait des gens puis qu'on cuisinait.
Donc encore, c'est le faire soi-même. C'est oui, on allait dans les restos, mais là, à un moment donné, tu te dis, je peux-tu faire ça, moi, un ci, un ça? Puis c'est devenu tranquillement une entreprise de traiteurs où on faisait des repas sous vide qui permettaient aux gens de se faire des repas gastronomiques à la maison en combinant des sauces, puis des viandes, puis des plats. Ça a tranquillement débouché vers un resto qui s'appelait le Naked Lunch, qu'on a eu à Verdun pendant quelques années. Puis le resto était lui-même épicerie fine, conserverie, donc on produisait des conserves gastronomiques en conserve de métal. Donc il a fallu non seulement apprendre comment on fait ça, l'apertisation, c'est quoi la stérilité commerciale aux yeux du ministère de l'Agriculture, mais aussi développer des logiciels qui nous permettaient de faire en petite quantité puis à petite échelle. Donc, l'idée de la petite échelle a tout le temps été là, c'est comment on fait pour obtenir les outils qu'il nous faut pour travailler petit, alors que beaucoup de choses ont été menées vers le très gros, en agriculture entre autres. C'est tout le temps plus difficile de trouver les outils, puis est-ce que l'industrie va interagir avec toi si tu veux juste une demi-tonne de quelque chose ou juste 1000 conserves puis pas 20 millions? Puis de là, ben, un restaurant étant ce que c'est, on s'est tanné, on s'est brûlé, puis là, on a voulu retourner vers la campagne pour vivre de nouvelles aventures. Où est-ce que l'autosuffisance entre dans ce cheminement-là? Bien, l'autosuffisance, bon, elle a tout le temps été là au niveau du fait d'être entrepreneur libre, d'être pigiste, d'être... Travailleur autonome. Travailleur autonome. Ça a toujours été ça. Donc, même l'enfance aussi, là, tu me parles de tes projets d'enfance. Absolument. Au primaire, on a lancé une compagnie qui permettait aux enfants de se faire des cotes de mort, imagine-toi. Donc, ça a duré longtemps, puis ça s'est allé quand même assez loin. Donc, quand on est arrivé en campagne, on s'est dit, ben là, on va avoir des poules, des chèvres, pour le fun, si tu veux. Puis on s'est rendu compte que, mon Dieu, élever des poulets pour en consommer la chair, avoir des poules pour consommer les œufs, avoir des chèvres pour consommer le lait, c'était super accessible pour des novices comme nous. On se relevait d'une écœurantite aiguë de la restauration en ville, puis déjà là, ça nous a repris. On s'est dit, ben là, tape champêtre, les gens viennent chez nous. C'était l'époque aussi, on se disait, l'agriculture industrielle, productiviste, mécanisée, ça n'a pas d'allure. L'élevage industriel, ça n'a pas d'allure. Fait que là, on voyait des réponses à tout ça à travers notre paysannerie redécouverte, si tu veux, nouvellement découverte. Et puis là, ben, on a frappé le mur de la législation agricole au niveau des contraintes qui venaient du MAPAC puis qui venaient de l'UPA. Donc, de ça est né La Ferme Impossible, donc le début de notre militantisme en faveur d'une agriculture artisanale, de ce que j'appelais la légalisation de l'agriculture artisanale. Bien là, j'allais te poser la question plus tard, mais là, tu en parles là. Donc là, ça explique le nom de la ferme impossible. Exact. C'est pas vraiment le nom de notre ferme, mais évidemment, ce l'est devenu. J'en parle comme étant ça. Elle n'a pas de nom, notre ferme, dans la mesure où c'est pas une ferme commerciale. On fait de l'autoproduction pour de l'autoconsommation. C'est un homestead. Et puis, le premier livre, ça s'est appelé La Ferme Impossible parce que c'était la ferme de 2 vaches, 200 poules puis 500 poulets. Avec les permis puis les quotas, c'était 1 million à exploiter cette ferme-là puis faire un poteau au poulet. Fait que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors là, les gens ont commencé à l'appeler comme ça, puis moi aussi. Dans Toucher terre, au début, là, j'ai été surpris par ton conseil d'éviter les zones agricoles pour les gens qui s'intéressent à se commencer une ferme ou un homestead, comme tu dis. Ça semble un peu contre-intuitif, là. C'est d'éviter. Qu'est-ce que toi, tu vois que peut-être les autres ne voient pas? Bien, c'est que la zone verte, c'est pour des exploitations agricoles commerciales. Donc, moi, c'est vraiment dans un contexte individuel, puis même si c'est pour être éventuellement un contexte commercial, parce que ce que je dis, moi, à ceux qui débutent là-dedans, qui sont intéressés par l'aspect mise en marché des fruits et légumes essentiellement, l'élevage, j'en parle beaucoup parce qu'on en parle trop peu, je trouve, je leur suggère de s'établir dans quelque chose qui les nourrit, eux, de manière large et diverse. De commencer par une omniculture, c'est plus que de la polyculture, c'est de pouvoir avoir une variété de légumes, idéalement un peu de viande. Comme ça, tu te dis, au pire, je bâtis quelque chose qui me nourrit, au pire. Une fois que tu as ça, je dis, où ta facilité à toi? Ton pouce vert, il est le plus vert avec quoi? C'est-tu les asperges, c'est-tu les patates, c'est-tu les œufs, c'est-tu la chair de poulet? Puis là, ça, si tu veux tirer un revenu,
de tes activités de subsistance. Vas-y avec ce dans quoi tu te sens le meilleur, ce dans quoi aussi tu vois que ton écosystème est le plus performant, parce que l'idée demeure de ne pas extraire plus que l'écosystème est capable de donner, puis ne pas le rejeter sur lui plus qu'il est capable d'absorber. Fait qu'à un moment donné, tu vas voir, étant donné t'es où, la température, l'eau, au printemps, ça fond où en premier? Y a-tu des zones humides? Qu'est-ce qui t'est possible de faire? Parce que quand tu forces un projet de, tu sais, je veux avoir tant de messelin, tant de tomates raisins, puis tant de whatever, bien là, à un moment donné, tu t'inscris dans quelque chose qui peut être contre nature, non seulement celle de ton environnement, mais la tienne. Donc, s'écouter là-dedans, pour moi, à la base, c'est se nourrir, puis après ça, nourrir les autres. Comme quand en avion, s'il y a un écrasement, tu mets ton masque avant de mettre le masque de l'autre. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je suis concepteur d'aménagement, c'est mon background. Donc, la première chose qu'on regarde quand on crée un aménagement, quand on fait la conception, c'est penser à la personne ou les personnes qui utilisent cet espace-là. Puis ensuite, ben, on étudie le milieu lui-même. Donc, on prend ce que les gens veulent, leurs besoins, leurs intérêts, puis après ça, on regarde le milieu, il ressemble à quoi, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les problèmes. Puis là, on analyse, on met ça ensemble, c'est là qu'on commence là, à bâtir. Là. L'observation, essentielle. Ben, c'est ça. Puis toi, il faut que ça y aille parce que les gens te payent. Puis moi, pour ça, les gens, je leur dis, prenez votre temps, vous prenez des années à observer ça. C'est pas évident, il n'y a pas de recette, tu peux pas prendre une liste puis cocher, faut que tu t'immerges dans ton milieu, puis t'attends. Puis pour finir avec l'histoire de la zone verte, les zones vertes, c'est exploité de manière commerciale depuis des décennies. Ça fait partie de... Ça a été calculé à l'époque où il y avait les meilleurs sols, les meilleures expositions au soleil, les unités thermiques. Tu sais, évidemment, c'est extrêmement reluqué par tout le monde, mais aussi, je trouve que ces zones vertes-là, souvent, ils ont été... on a abusé d'elles pendant des décennies. Ils ont été aussi bourrés de 56 cochonneries. Fait que je me dis, pourquoi s'arracher ça à prix d'or, alors que le Québec est constitué... il reste quoi? 98% du territoire québécois quand on enlève les zones vertes. C'est sûr qu'il faut être en zone de rusticité compatible avec ton projet, mais le 3A, m'a dire, que nous, on a, commence à en avoir jusqu'au milieu là, du Québec. Puis si tu ajoutes une serre là-dedans, des tomates, tu peux en faire pousser là, loin. Puis moi, la terre qu'il y a dans la serre, je l'ai importée là, puis les poules l'entretiennent. Fait que, je veux dire, j'ai de la misère à concevoir comment, à une échelle individuelle, on n'est pas capable de se patenter un 150 mètres carrés potager, plus une serre de, je ne sais pas trop combien de mètres carrés, parce que moi, je l'ai en pied carré dans la tête. Mais avec tout ça, nous, on fait 2 tonnes de bouffe. Je pense que c'est possible. Moi, j'en parle dans Vivace, j'ai fait le calcul. Je pense que la moitié du Québec peut permettre à des gens d'avoir ce genre de système alimentaire-là. Là. T'expliques aussi dans le livre que dans un contexte nordique, comme ici, une grande partie là, de votre sécurité alimentaire va passer par la production animale. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi est-ce que la production animale est si importante pour vous? Puis, en même temps, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voient l'élevage comme forcément là, nuisible pour l'environnement? Oh ben là, je leur dirais, allez lire La chèvre et le chou, mon dialogue avec un militant vegan, puis là, on va pouvoir discuter. L'humain se nourrit de protéines animales depuis toujours, c'est celle qui absorbe le mieux, point final. Après ça, s'il y a des élevages qui sont délétères pour l'environnement parce qu'ils sont mal faits, bien ça, c'est le propre de l'agriculture industrielle, puis tu peux scraper l'environnement avec du soya, du maïs ou du bœuf. C'est facile de scraper les affaires. Après ça, dans un écosystème nourricier, l'animal est le moteur du reste. Moi, la chèvre me permet de créer mon compost qui me permet de faire pousser mes légumes, puis quand je récolte mon maïs, la tige broyée va aux volailles, les feuilles vont aux chèvres, le maïs va à nous, le trognon retourne aux volailles aussi. On s'entre-nourrit tout le monde là-dedans. Après ça, si vous avez des préoccupations éthiques, bien là, on s'en reparlera en long et en large. Mais le colon, à la base, il y avait quoi? Une vache, une poche de farine puis une poche de sucre. C'est pas pour rien que la vache laitière, c'est la chasse gardée de l'UPA, c'est la vache à lait du Québec, c'est du gras, après ça, avec le petit lait, tu nourris les cochons. Souvent, le gros ruminant de ta ferme, c'est le point de départ du reste. C'est lui qui, avec son fumier, va te permettre de créer non seulement du compost, il ne faut pas juste penser azote, il faut penser matière organique. Puis nous, chez nous, là, on est sur la roche. Fait que ce qu'il faut que je mette d'abord, là, surtout si je veux des carottes,
C'est un bon pied de matière organique. Puis après ça, j'y mettrai de l'azote si je trouve qu'il en manque, mais il faut une espèce d'éponge dans laquelle les affaires peuvent grossir. Fait que, tu sais, chez nous, les légumes, les fruits et les légumes, c'est très variable. L'impact climatique est super important là-dessus. Les animaux, c'est bien rare que je n'ai pas ce à quoi je m'attends. Si je mets tant d'œufs dans l'incubateur, tant de poulets, puis etc., alors que je vais-tu avoir des haricots cette année, ça va-tu bien aller dans le champ de patates? Bon, il n'y en a pas de nuisibles pour les animaux, chez nous en tout cas. Donc, je n'ai jamais à me poser de questions là-dessus. Et puis, ils vont transformer des aliments dont je ne peux pas me nourrir. Donc, le pâturage, le ci, le ça, les résidus d'abattage du chevreau vont au poulet. Tu sais, je veux dire, il y a une interconnexion qui fait que, selon moi, le concept d'agroécologie, si tu veux, c'est un équilibre entre différents vivants, puis ça finit là. Je trouve que, de la manière que c'est décrit dans le livre, tous ces éléments-là, donc les poules, les chèvres, le jardin, la serre et tout ça, le pâturage, tout ça est tellement bien connecté, on dirait que c'est fait de même. Mais j'imagine qu'il y a quand même, là, il faut réfléchir à comment organiser tout ce beau monde-là ensemble. Là. Mais quand tu dis c'est fait de même, c'est que c'est fait de même dans la nature. Le problème, entre guillemets, avec la nature complètement sauvage, comme la forêt, c'est que c'est fait pour se déployer sur des horizons beaucoup plus longs que les horizons humains. Donc, il va s'en produire du compost en forêt, mais ça va prendre 100 fois le temps. Inévitablement, nous, les humains, on tord le bras à la nature pour nous permettre d'en tirer une subsistance à court terme. On est pressé de manger, là. On n'a pas 50 ans là, pour avoir un arbre qui va nous donner un fruit. Bon, c'est peut-être moins long que ça, certains arbres fruitiers, mais tu sais, veux dire. Donc, c'est par observation. Hein. On est allé lentement, puis les affaires se sont exigées les uns des autres à quelque part. Pour que l'un vive bien, il a fallu faire telle place. Puis là, tranquillement, on a suivi finalement un peu ce qui se passait. Puis on a accéléré les choses en facilitant, en étant facilitateur d'échanges entre les vivants. Là. Tu es arrivé à Sainte-Lucie-des-Laurentides en quoi, 2007? Oui, on a acheté en 2007. OK. Comment est-ce que la ferme a évolué là, jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi là? Comment ça a commencé? Comment ça a évolué dans le temps? C'est une spirale dont le cœur est la maison. C'est ça le principe, entre autres, de la permaculture, là, d'y aller tranquillement en cercle concentrique expansif, si tu veux. Donc, tranquillement, au début, ça a été un abri tempo pour les potagers, puis pour les légumes, puis on s'est rendu compte que c'était pas yable. Tranquillement, on a ouvert. Quand j'ai défriché pour la serre, j'ai défriché une première parcelle de 40 mètres carrés pour de l'ail. Puis éventuellement, à chaque fois que je faisais rentrer un tracteur ou que je me motivais à y aller avec ma pelle, on se faisait une parcelle de plus. Puis c'est surtout comment ça s'est fini, je pense, l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a grossi jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on avait atteint les limites de ce qu'Amélie et moi, on pouvait faire sans ne faire que ça. Parce qu'on n'est pas des fermiers, on n'est pas des jardiniers, on n'est pas des... Tu sais, on est des citoyens consommateurs avertis, responsables, qui voulons produire une certaine part de nos aliments. La part la plus facile. Donc, ça, je dis steak, bladin de patates, là, c'est le maïs, mais je ne rentrerai pas, moi, dans les brocolis puis les céleris. Quand on a vu qu'on était saturé, on a dit on consolide. Fait que c'est là où on est en ce moment. C'est-à-dire qu'on va faire la même affaire qu'on fait là à chaque année, idéalement de manière de plus en plus efficace. Donc, on va avoir une production égale, mais en contrepartie d'une énergie en théorie, qui va en descendant parce qu'on a de plus en plus d'expérience. Chaque geste compte, on ne se plante pas, on ne fait pas le tour de la place, on y va comme des tireurs d'élite. Si je ne me trompe pas, j'ai bien compris, là, c'est écrit que ça vous prend 550 heures par année à 2. Ouais. Puis c'est intéressant, puis là, tu as tout comptabilisé ça, là, pour chaque partie de la ferme. Tout est comptabilisé, les heures, pour toutes les actions que vous faites. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent en voyant ces chiffres-là? Je veux qu'il y ait un menu, donc qu'ils puissent dire, moi, j'aurais pas de chèvre, c'est sûr, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça. Donc, regarde, ça fait juste descendre. Là. À chaque fois que tu fais sauter quelque chose, le 550 heures, il drop. Donc, je veux qu'ils réalisent que c'est accessible, que tu peux avoir un emploi plus classique,
t'occuper quand même de ton autonomie alimentaire. Je veux qu'ils voient que le train-train quotidien, c'est qu'en 10 minutes, pendant plusieurs mois, je m'occupe de garder en vie ce qu'il me faut pour au printemps, repartir la machine des poulets de chair, les œufs, le lait se remet à couler. Donc, c'est comme garder des braises actives pendant l'hiver pour le côté animal. Puis côté végétal, je veux qu'ils se permettent d'être raisonnables puis de se dire, tu sais, plutôt que d'avoir 22 variétés, c'est correct d'en avoir 3. Puis bon, alors cette comptabilité-là est là pour dire aux gens, c'est faisable, c'est réalisable, vous pouvez y investir plus ou moins de temps, mais arrêtez de penser qu'on est soit en autarcie totale, en autonomie totale, soit en dépendance totale. Il y a un entre-deux, puis c'est cet entre-deux-là qu'il faut investir. Les gens me demandent souvent quels produits j'utilise dans mon jardin. Quel compost, quel engrais, quelles semences pour la pelouse, pour les prés fleuris. C'est pas compliqué. Chez nous, j'utilise les produits Gloco, une entreprise familiale québécoise avec plus de 100 ans d'histoire. Dans mon jardin, que ce soit dans mes plates-bandes ou dans mon potager, le plus important, c'est de nourrir le sol de façon naturelle. C'est pour ça que j'utilise le compost marin et forestier Bionic, certifié biologique Québec Vrai. C'est un compost sans remplissage, donc 100% compost, qui ajoute non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants qui contribuent directement à la fertilité du sol. Quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, j'utilise les engrais biologiques Bionic, avec des formulations pour les fruits et légumes, les fleurs annuelles, les fines herbes, les semis, les arbres et arbustes. Ils ont même un engrais liquide composé à 100% d'algues marines. La gamme Bionic, comme le compost et les engrais, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire. Ils sont composés de résidus marins et forestiers qui retournent à la terre plutôt que d'être jetés. Gloco offre aussi des semences pour la pelouse et les prés fleuris. La gamme Herbionic est adaptée au climat du Québec, avec des options pour des pelouses qui demandent peu d'entretien ou d'arrosage, et pour des espaces fleuris qui soutiennent la biodiversité en attirant les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Les produits Herbionic et Bionic sont disponibles dans plus de 250 jardineries au Québec. Pour en savoir plus, visitez gloco.ca. Parce qu'un jardin plein de vie, c'est un jardin en santé. Chez nous, c'est Gloco. Bon, là, comment je dirais ça? On jase. Je trouve ça intéressant parce que, bon, il y a... Quand on pense autosuffisance, on pense, tu sais, total. Ouais. Là, plus rien, puis j'achète plus rien, puis c'est fini. Mais tu sais, il y a différents degrés là, de... Même moi, là, tu sais, dans mon petit 4,5 à Montréal, je peux faire une certaine autosuffisance. C'est pas du tout la même affaire. Non. Puis il y a des gens peut-être qui en font encore plus que toi, qui font pousser des fibres de lin pour faire des vêtements, je sais pas. Tout est possible. Oui, absolument. Puis en fait, en ville, dans le livre, évidemment, moi, j'ai pas le choix d'être critique de l'exode rural. Je demande qu'il y ait retour d'exil. Je pense que ça serait possible de considérer qu'on peut vivre une partie de sa vie en ville, puis à un moment donné se dire, bon, ben là, je déménage, je laisse la place à d'autres, puis je m'occupe un peu plus de moi-même. Je pense qu'il y a différentes étapes dans sa vie. Mais pour les gens qui sont en ville, moi, je pense que ça passe beaucoup par cuisiner, puis avoir un congélateur, puis mettre de la viande là-dedans à l'automne. Donc, juste ces deux affaires-là, ça pourrait les rendre beaucoup plus autonomes. Dans le début du livre, tu décris ta vie à la ferme à travers une année complète. Pourquoi tu trouvais ça important là, de montrer là, ce rythme-là saisonnier là, au lecteur? C'est ça, c'est le train-train quotidien. Là. Donc, c'était ma façon de leur montrer, puis je donne beaucoup aussi combien de temps ça m'a pris faire ça. Donc, c'est un peu pour vulgariser ou simplifier, si tu veux, l'acte agricole
Je voulais qu'ils puissent me suivre à travers ça. Puis ça, c'est le chapitre Notre ferme impossible. Donc, c'est là où j'explique comment nous, on fonctionne. Après ça, je passe à quelque chose où c'est des techniques, évidemment, qui sont basées sur notre expérience, mais c'est plus technique. Ça, ce côté-là, c'est plus... je dirais, immersion immédiate dans l'ensemble des choses qu'on fait avant de disséquer tout ça en gestes, en raisons, en plans, en photos, en images, en diagrammes. Là. Donc, c'est un tour guidé de la ferme. Ça, moi, je trouve que ça permet de visualiser, de ressentir, parce qu'on peut s'imaginer le changement des saisons puis le rythme de la vie qui change. Exact. C'est organisé par saison. La saisonnalité, comme tu dis, c'est extrêmement important. C'est au cœur, je pense, du renouveau écologique, de cette relation qu'il y a à retrouver avec quelque chose de plus raisonnable, de plus sensé, de plus responsable. Juste ça aussi pour les gens, si on veut, là, qui sont plus du côté consommation, de respecter la saisonnalité, de s'y attendre, d'en profiter. Donc, les conserves, la congélation quand c'est le temps, tout ça, je pense que c'est essentiel pour retrouver un semblant d'équilibre. Sur ta ferme, il y a certaines cultures qui passent par la serre, mais il y en a qui sont plantées directement dehors. Puis, j'ai l'impression que tu as sélectionné certaines espèces. C'est assez limité quand même. Donc, pommes de terre, ail, maïs, carottes, haricots, courges. Oui, c'est ça. Quelques vivaces, mettons, des asperges, des échalotes Sainte-Anne. Pourquoi tu as fait ces choix-là? C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'expérience. On a essayé beaucoup plus d'affaires que ce dont je parle dans le livre. Tout ce qui a échoué, j'en parle pas. La serre, le pied carré est plus précieux. Il faut y aller avec du super productif. La tomate, l'aubergine, le poivron, des tout petits plants qui produisent beaucoup. Donc, parce que ça produit à répétition. Ce que tu as nommé dehors, ça ne produit pas à répétition. Une fois que le plant de maïs a poussé puis que tu cueilles le coton, c'est fini. Puis les gens ne savent pas des fois, mais un plant de maïs égale à un épi. L'ail, c'est pareil. Une patate plantée te donne 8, 9, 10, 11, 12 patates, mais une fois seulement dans l'année. Puis les carottes, ben tu mets la graine, la carotte pousse. Puis nous, on est en zone de rusticité 3A à 500 mètres d'altitude. La neige fond tard, puis elle revient vite. Le 1er novembre, là, il y a de la neige, là, souvent. Alors, tu sais, il faut s'installer dans des cultures qui ont le temps de se rendre, puis il n'y en aura pas deux, là. C'est sûr, quand tu arraches des carottes au début, tu peux en replanter d'autres, mais nous, surtout, on cueille nos carottes jusqu'en décembre, janvier. Donc, on les récolte pas toutes là, quand ils sont prêtes. On les laisse aller, puis on s'occupe de ce qui est plus pressant. Donc, ce qui est dehors, c'est que le contrôle des ravageurs est possible. Ça n'a pas besoin d'être dans une terre incroyablement fertile. Ail, bien, sous filet. Je vais essayer mes carottes sous filet cette année parce que les lièvres la bouffent. Fait que, tu sais, c'est une bataille. Puis surtout, on a quand même 140 mètres carrés seulement d'espace potager. Il ne fait pas chaud. Puis la terre n'est pas aussi profonde partout. Fait que j'étais allé pour des trucs solides. Les patates, tu y vas sur terre, tu recouvres de paille. Ça pousse dans la paille. Quand c'est le temps de récolter, tu passes ta main en dessous de la paille, c'est facile. Les carottes, c'est une bataille annuellement. L'ail, ça va très bien. Puis le maïs, bien, avec une F1, espresso, on est capable d'aller chercher 500 plants de maïs. Puis c'est, je te dirais, le seul grain qui est accessible aux paysans, à l'artisan fermier, parce que c'est facile à planter à la main. C'est facile à casser à la main. Puis quand tu casses un épi, tu ramasses pas mal de grains. Essaye de faire ça avec du sarrasin, du blé, de l'avoine. Aïe, aïe, là, c'est infernal. Là. Produire un bol de gruau prêt à manger, là, j'allais dire, c'est l'œuvre d'une vie. Peut-être pas, mais une décennie d'essais et erreurs, je pense. Alors que le maïs, c'est au 6 pouces, facile, puis ça pousse bien. Puis après, je mets une culture intercalaire de lin là-dedans, fait que j'ai pas besoin de désherber. Fait que, tu sais, c'est un rapport entre ce que ça donne, ce que ça demande comme énergie, la complexité de la chose, puis c'est ça qui a donné lieu à cette épuration-là, finalement, des possibles jusqu'à ce que tu disais qu'on fait. Donc, puis l'échalote de Sainte-Anne, moi, l'oignon, je suis pas capable. Je me casse la gueule à chaque fois. Puis l'ail des bois, j'aime bien ça, mais ça prend 7 ans à se reproduire. Alors, pour moi, l'échalote de Sainte-Anne, c'est le candidat parfait. Ça sort fin mai, puis j'en cueille jusqu'en fin août, début septembre. C'est une vivace, ça goûte bon. La tige est comestible, le bulbe est généreux. Fait que pour moi, there you go, il n'y aura pas d'oignon chez nous. Tu parles de cultures qui sont simples, qui sont faciles à réaliser. Est-ce qu'il y a une notion là, je sais pas, de calories, de ce que ça l'amène aussi?
Bien, ça, c'est la protéine animale. Moi, je dis tout le temps que les légumes, c'est délicieux, c'est plein de minéraux, de vitamines, mais c'est de l'eau essentiellement. Tenez-moi là-dessus si vous voulez, mais c'est de l'eau. Alors, bon, peut-être les patates, c'est un peu plus... bon. Alors, pour moi, la protéine animale, le 1100 litres de lait qu'on ramasse, les 4000 œufs, les 75 poulets, puis après ça, les abats de tout ça, puis ce qu'on fait avec les résidus d'abattage, les plumes, le sang, c'est tous des items que les jardiniers sont habitués d'acheter en poudre à la pépinière, que nous, on produit à la ferme. Donc, oui, il y a une question d'impact, en fait, de richesse. Puis oui, comme tu sais, les tomates, ça se congèle bien, les patates, ça se conserve bien. Et de la laitue, on en fait, Manto puis moi, faire de la Messelin un instant. Là. Puis on achète des choses. Hein? Quand on dit qu'on tend vers, c'est qu'on ne se gêne pas d'acheter du café puis du vin puis les légumes qu'on aime puis qu'on ne fait pas. Mais ce qu'on mange l'hiver, il ne faut pas oublier que la protéine animale, là, c'est que ça se congèle saprement bien. Dans le légume, le maïs, ça se congèle super bien. Les tomates aussi. Les patates, les carottes, ça se conserve bien. Mais un morceau de chevreau congelé, quand tu le décongèles puis tu le cuis, puis un poulet, quand tu le décongèles puis tu le cuis, il n'a pas été... ça n'a pas été souffrant là, pour lui, cette congélation-là. Un morceau de foie de chevreau, des gésiers de poulet confit. Je veux dire, c'est un trésor l'hiver. Puis le lait de foie de chèvre, je le lyophilise, je fais une poudre que je peux réhydrater puis faire du fromage frais. Oh! Alors, je veux dire, tu sais, l'hiver, c'est là où tu profites de tout ça. Donc, c'est bien beau les légumes frais, mais tu n'en auras pas là, pendant 8 mois, 9 mois par année. Puis les légumes, tu sais, on disait tantôt la différence entre animaux et légumes. Les légumes, c'est une profession de foi, là. Ça part en mars, puis tu croises les doigts jusqu'en juillet, puis là, ça va-tu sortir, ça sortira-tu pas? Et puis là, fait que, tu sais, il y a une espèce de gros gamble que j'ai pas, moi, dans la production animale. C'est divisé en quelques chapitres, le livre. Bon, on a les cultures extérieures. Le prochain chapitre, c'est la serre poulailler. Puis ça, c'est bon. Oui. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Là. Oui. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais vu vraiment le fonctionnement de tout ça. Ça semble jouer un rôle quand même important dans votre système. Là. Peux-tu nous expliquer d'où ça vient, puis comment ça fonctionne concrètement? Là? C'est le chapitre que j'avais le plus hâte d'écrire parce que c'est celui sur lequel on se fait poser le plus de questions, puis j'en parlais pas dans l'Artisan fermier, qui est mon livre sur l'élevage de la poule, du poulet puis de la chèvre. L'idée à la base, c'était quand on s'est mis à vouloir avoir plus de poules, je savais plus trop où les garder. Ouais. Fait que je voulais un bâtiment. Fait que je me suis dit, on pourrait avoir une serre qui sert de bâtiment aux poules l'hiver, quand on ne fait pas de légumes, puis l'été, on fait des légumes. Les poules vont nourrir le sol. Les techniques se sont raffinées à travers les années. Et la technique, c'est de mettre... les poules sont là, sont 30, plus 3 coques, sont 33. Ils sont là du 1er novembre au 1er avril, point. Puis je mets 10 kilos de feuilles mortes hachées à chaque semaine pour amener un apport de carbone à l'apport assez intense d'azote que les poules donnent au sol via leur fiente. Et puis parce que les poules dorment la nuit dans leur poulailler, mais produisent presque autant de fiente la nuit que le jour, j'ai une couche de polyéthylène en dessous du poulailler qui me permet de récupérer la fiente. Fait que je suis capable de sortir de la serre la moitié des fientes. Fait que finalement, je réduis de moitié la charge de fiente pour ma serre de 30 pieds par 30 pieds, quelque chose comme 10 mètres par 10 mètres. Là. Donc, cette fiente-là, non seulement je la sors, mais je l'utilise ailleurs. Alors, l'idée, c'est que quand j'ai construit la serre, j'ai mis un plancher radiant dans le fond en me disant, c'est maintenant ou jamais, je ne sais pas si je vais l'utiliser, je ne sais pas quand, comment. Tu sais, ça parlait beaucoup de masse thermique puis de puits canadien à cette époque-là, puis j'étais plus ou moins convaincu. Je me suis dit, on a de l'hydroélectricité au Québec, on va mettre un radiant dans le fond, puis on verra bien. Puis là, finalement, ce que je fais, c'est que ce radiant-là, je l'allume au printemps pour accélérer le réchauffement du sol quand les poules sortent, puis je l'allume à l'automne pour étendre ma saison de culture quand les tomates continuent à produire. Alors, c'est un cycle poule-légumes, et puis j'explique comment je gère tout ça. Puis moi, c'est hallucinant. D'abord, je te disais que quand je passe ma grelinette là-dedans, entre le 1er avril et le 1er mai, qui est l'espèce de mois de jachère de la serre, aucune odeur nauséabonde. Et puis après, les plantes se portent à merveille. Puis, tu sais, j'hallucine, il n'y a pas vraiment rien d'autre, il n'y a pas d'autre intrant que la fiente de poule, qui est quand même un gros intrant. La volaille, là, tu sais, je l'explique dans le livre, peu importe où, comment, quand, par qui, la volaille, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qu'on va stationner à un endroit. L'hiver, on n'a pas le choix, fait que le 10 kilos de feuilles mortes que j'ajoute,
Puis la quantité de poules que j'élève sur la taille de la serre, c'est un équilibre fragile que j'ai établi empiriquement, c'est-à-dire par essai et erreur, là. Fait que la taille de serre que j'ai, 100 mètres carrés, pas plus que 30 poules, puis 10 kilos de feuilles mortes par semaine, puis là, tu vas être correct. Puis vu que le sol est isolé, donc quand j'ai construit la serre, hein, j'ai mis du 4x8 de 2 pouces d'épais, là, qui donne du R10, tout autour pour que le jardin ne gèle pas. Les poules peuvent continuer à gratter, se faire des bains de sable, mais ça fait en sorte qu'il y a un travail du sol, puis il y a un compostage qui a lieu même quand il fait moins 20 dans la serre. Bien ça, justement, là, je me posais la question si les poules étaient confortables l'hiver. Ils ont de l'air, j'ai pas de mortalité, ils grattent, ils se promènent. Il fait 10 degrés plus chaud dans la serre plus c'est froid. Donc, quand il fait moins 30 dehors, il fait moins 20 en dedans. Bon, le fait que ça demeure froid fait que c'est très peu humide. Aussi, il y a un haut plafond, donc il n'y a pas beaucoup de poussière. Ils ont de l'eau, ils ont tout ce dont ils ont besoin, puis ils semblent bien s'en tirer. Le taux de ponte est le même chaque année, il est cyclique. Donc, quand la lumière réduit, le taux de ponte réduit. Puis quand la lumière revient, le taux de ponte augmente. Là, tu vois, on est à 14 œufs hier, mais fin novembre, début décembre, on est à 1, 2 ou 0 œufs pendant quelques semaines. Puis j'imagine que c'est des races de poules qui sont peut-être mieux adaptées là, à ces conditions-là. En fait, c'est un troupeau complètement métissé. Je dirais que je l'ai rusticisé dans la mesure où on gère ça à l'interne. C'est nos poussins qu'on élève qui deviennent nos poules. Donc, évidemment, c'est des populations assez indigènes, si tu veux, qui sont complètement là, hybridés. Donc, absolument. Mais je te dirais qu'en général, c'est un peu surfait l'idée là, qu'il y a des poules vraiment mieux adaptées que d'autres. Là. La crête, ça se modifie. Là. Après un hiver, ça devient autre chose si c'était trop long. Là. Et puis, les poules, c'est plus gras hein, qu'un poulet. Donc, c'est vraiment... c'est une grosse boule de plumes avec une bonne quantité de gras. Fait que c'est bien adapté à passer l'hiver. Mais les coqs s'en sortent bien aussi. Peut-être des gens qui vont se poser cette question-là. J'imagine que tu te l'as fait poser souvent aussi. Est-ce qu'il y a des enjeux là, de salubrité, sécurité alimentaire là, avec les poules qui côtoient des aliments? Je suis content que tu me poses la question, Mathieu, parce que, tu vois, j'ai un grand encadré là-dessus. Parce que oui, je te dirais, c'est souvent des gens qui essayent de trouver des défauts au système, qui disent « ouais. » Dans la loi canadienne de l'agriculture biologique, on parle de 3 mois d'attente entre le moment où un compost constitué de déchets animaux, que ce soit des fientes ou du sang, des plumes, soit utilisé. Nous, tu vois, le premier... déjà, les fientes n'ont pas toutes le même âge. Hein? Fait qu'il y en a qui sont très vieilles, qui datent de novembre. Alors là, quand ça part, je pars le radiant, ça chauffe, j'arrose. Donc, je passe la grelinette. Donc, il y a une aération, il y a une manipulation. Ensuite, je te dirais que les poules ne sont pas malades, sont en santé. C'est des animaux dont les fientes sont donc porteurs d'une charge extrêmement faible en micro-organismes nuisibles. Ça, il faut le considérer. La loi du 3 mois, c'est faite pour le pire lisier, du pire élevage qui va être dans un ouvrage de stockage étanche au soleil pendant je ne sais pas combien de temps. Alors nous, est-ce que la fiente est problématique? Je crois que non déjà. Mais bon, fait que là, le 1er avril, ils sortent. Et moi, je plante le 1er mai. Fait qu'il y a déjà un mois qui s'est écoulé. J'ai aéré, le soleil, les rayons UV. On est dans un environnement extérieur, aéré. Donc, je parle de tout ça là, dans cet encadré-là. Puis après ça, ça pousse. Fait que, tu sais, les tomates de juillet, avril, mai, juin, ça fait 4 mois. Qu'est-ce que tu récoltes en juin? C'est le 3 mois, c'est juin. Des fois, on va récolter, je sais pas moi, du bok choy ou des radis ou des trucs. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec? On les lave, imagine-toi donc. Fait que, tu sais, entre l'épinard bourré de colis, parce qu'il était pendu là-dessus du lisier frais, nous, on a quelque chose où finalement, il y a une toute petite partie des fientes qui ont moins de 3 mois. Puis, c'est très, très dilué par les feuilles mortes. Puis par la terre, il y a 18 pouces de terre arable là-dedans. J'étais curieux après 10 ans. J'ai remesuré, j'étais au même 18 pouces. Ça m'a un peu déçu. Je pensais que j'aurais monté, mais c'est parce que tu en enlèves quand tu cueilles, puis il y en a qui s'en vont dehors, puis les poules, ils en amènent sur la couche que je change à chaque semaine, puis que je m'en vais mettre dans... Fait que j'en sors finalement par là. Mais j'ai pas bougé. J'ai mis 18 pouces il y a 10 ans, puis là, je n'ai encore 18 pouces. Au moins, tu n'en as pas perdu. Bien, c'est ça. Mais je rajoute quand même 200 kilos de feuilles mortes
par année, plus la fiente des poules, là, j'ai pas le chiffre, mais c'est probablement des dizaines de kilos. Fait que, tu sais, il y a un apport de matière organique. On a parlé de la serre, poulailler, des cultures extérieures, mais une grosse partie de ça, c'est les animaux. Tu as choisi des poules, Ouais. hein, et puis des chèvres. Pourquoi ces deux espèces-là? La chair de poulet de toutes les volailles, c'est la plus simple à obtenir. Le canard, l'oie, tout ça, c'est plus compliqué. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être capable d'assurer la reproduction in situ. Donc, je ne voulais pas être dépendant de couvoirs ou d'insémination ou de rien. Donc, la chèvre, c'est vraiment, dans les ruminants, c'est le 4x4, ça mange de tout. Tu amènes ça dans le bois, ça mange du bouleau, du framboisier, name it. La brebis, j'entends qu'elle est plus vache, pour faire un mauvais jeu de mots pour les pauvres brebis qui se font traiter de vaches. C'est plus difficile à avoir des agneaux, parce que les fromagers qui font du lait de brebis, ils gardent leurs agneaux parce que c'est une viande qui se vend cher au Québec. La viande de chèvre, elle se vend pas cher. Fait que pour obtenir un jeune bouc, pour renouveler ta génétique, pour relancer la lactation de tes chèvres, c'est facile d'aller chercher un bouc chez un fromager. Puis tu es sûr que ça va être un bouc de qualité parce que les fromagers n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait trop de maladies dans leur troupeau. Alors, l'accessibilité, au niveau de la traite, c'est un animal qui est haut sur pattes, qui est petit, qui peut être trait facilement. La brebis, c'est plus difficile. La vache, ça n'a pas d'allure, c'est bien trop gros. Je ne serais pas capable de gérer les bouses, la bouffe, la quantité de lait qui sort de là. Fait que vraiment, c'était la facilité. Le fait qu'on avait des gens autour de nous aussi à l'époque qui en avaient eu, qui en avaient. Fait que, tu sais, c'était la facilité, mais la poule, ben des œufs. La poule, ça pond des œufs non-stop. Et puis, la reproduction est facile. Vu qu'on travaille avec des coques, vu qu'il y a 3 coques avec nos poules, tous nos œufs sont fertiles. Quand ça nous tente, on prend les œufs, on les met dans l'incubateur, puis là, on a d'autres poussins. De ces poussins-là, on tire nos poulets de chair et nos poules pondeuses éventuellement si on veut renouveler quelques individus du troupeau. Donc, c'est vraiment les cultures qui étaient les plus accessibles, les plus abordables, puis les plus communes. Est-ce qu'il y a des enjeux là, avec les prédateurs? Comment vous gérez ça? Il y a eu beaucoup d'enjeux au début, quand on nourrissait comme des nonos les renards qu'on trouvait bien cute. Donc, éventuellement, on a eu des chiens, puis moi, c'est ça la réponse aux prédateurs. Ça ne marche pas avec les dorifores, avec les limaces, puis avec la teigne, mais pour tout le reste, incluant les marmottes puis les Suisses qui veulent manger nos fraises, nos affaires, donc incluant pour les légumes, avoir 2 chiens d'une bonne taille pour qu'ils puissent passer la nuit dehors jusqu'en novembre, là, qui se relaient. On en a 2 parce que quand il y en a un plus vieux qui meurt, il en reste un qui va un peu éduquer le nouveau qui va être plus jeune. Donc ça, pour ramener les poules qui sortent du filet à volaille, pour empêcher les ratons laveurs, puis tout ce que tu voudras de venir manger tout le monde la nuit, c'est absolument essentiel, non seulement par leur présence active, mais passive. Donc, le poil, l'urine, tout ce que vous voudrez qui dépose partout. Même l'hiver, il continue à avoir un effet délétère, sur les prédateurs comme les hermines, ces affaires-là qui peuvent te faire du ravage. Fait que 2 chiens, je veux dire, oui, il y a des clôtures électriques, il y a 56 méthodes, mais tu ne peux pas te passer de ça, selon moi, là. Comment tu assures la fertilité de ton sol? Est-ce qu'il y a des intrants? Est-ce que tu achètes quelque chose à part là, le fumier de tes poules, de tes Non, chèvres? c'est le compost. Ouais. Je fais une petite rotation là, pour espérer que différentes plantes vont aller consommer. Je ne suis pas très, très ferré là-dedans. Je veux dire, j'entends, je lis. On fait une rotation continue entre nous, mais on n'a pas beaucoup de place. Fait que, on ne peut pas faire de rotation pour gérer les ravageurs. Il faut que tu déplaces des trucs à des kilomètres quasiment, là, si tu veux que c'est une invasion d'ici ou de ça. Fait on se bat à la main contre tout ça. Le fumier de chèvre, il sert de matière organique, et puis le fumier de poule sert de dynamite au niveau d'un apport en azote. Puis après ça, je mets de la feuille morte hachée. Des fois, je vais hacher avec un petit robot aussi mes résidus de culture puis le remettre sur le sol. J'ai du compagnonnage au niveau, en fait, des cultures intercalaires comme le lin, ce que les gens appellent des fois des engrais verts. J'utilise ça pour mettre une pression négative sur les mauvaises herbes puis les adventices. On essaie de tout faire avec les moyens du bord. Et puis, évidemment, vu qu'on est très fan de paillis,
le paillis, inévitablement, va lui aussi nourrir la terre. Donc, ça va être un paillis de feuilles mortes, ça va être un paillis de copeaux. Je ne dirais pas que c'est du bois raméal fragmenté, parce que ça serait un peu fancy parler de ça, là, pour moi. Là. Mais il y a toujours de la matière organique. Puis il y a peu de lessivage parce que c'est toujours occupé. Puis quand je sens que ça ne sera pas occupé, puis s'il n'y a pas de pays, parce que tu sais, là où il y a l'ail, il y a du pays. Si je sens que c'est pas occupé, bien des fois, je vais mettre une bâche d'occultation qui ne sont pas tuables, ces bâches-là. Là, hein? J'imagine que tu l'as dit aux gens souvent. Prenez pas des bâches bleues, brunes, là, qui deviennent une espèce de dégueulasserie, de cochonnerie. Mais les bâches d'occultation, moi, ça fait 10 ans que j'en ai une, elle n'a pas commencé à se défaire une seconde. Donc, c'est un peu ça, là, notre secret. À la fin du livre, en tout cas, moi, je pense que tu vas faire des jaloux, là, OK. parce que tu as un petit chapitre sur ta cuisine. Oui, il est court. Oui, c'est ça. Mais quand même, là, Mais il c'est est impressionnant. intense. C'est ça. Moi, j'étais un peu jaloux avec ma petite cuisine ici, là. Moi, c'est une cuisine secondaire. Là. C'est pas Oui, la cuisine de cuisine. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que pour les gens qui veulent faire plus d'autonomie, d'autosuffisance, est-ce que c'est important, la cuisine, d'avoir des outils spécialisés ou est-ce que on peut faire ça avec les moyens du bord avec une cuisine là, typique? Là? Les deux. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir avoir... Si tu as une grande cuisine domestique, c'est que l'espace... L'idée là-dedans, c'est il faut que ça soit quand même agréable puis pratique, parce que sinon, tu vas arrêter de le faire. C'est aussi niaiseux que ça. Donc, tu sais, moi, dans la grande cuisine, c'est sûr qu'on l'utilise d'abord pour nos conserves, qui est une de nos sources de revenus. Donc, quand tu fais de la conserve, tu vas en faire beaucoup à la fois, puis pour les refroidir, il faut que tu mettes ça dans des grandes cuves de refroidissement. Fait que j'ai 3 grands lavabos. Mais d'avoir un îlot en acier, 4 pieds par 8 pieds, qui est réservé aussi. Tu sais, dans la cuisine, parce que ça, à la table, là, le monde, là, ils mettent toutes leurs affaires là-dessus, les enfants, tout le monde. Fait que ça devient rapidement, le bordel. Alors que dans la cuisine, on se garde une espèce de petite gêne, là, ça reste propre, puis ça reste accessible. Puis c'est là qu'il y a des grands congélateurs, il y a des grands frigos. Le lyophilisateur, je l'adore, c'est Lockyer. On a 2 surfaces de cuisson plutôt qu'une. Fait que quand tu veux faire beaucoup de bouillon, beaucoup de tomates, beaucoup de conserves, des grosses soupes tonkinoises à partir des pâtes des poulets que tu as abattues. Tu sais, c'est... Bon, après ça, tu peux absolument t'en sortir si ta cuisine est bien ordonnée, il n'y a aucun problème. Nous aussi, c'était une question de permis. On voulait avoir une cuisine sous inspection du MAPAC. Tu peux le faire dans ta propre cuisine, mais le MAPAC peut débarquer n'importe quand, puis dire « Hey, il y a des graines dans tes tiroirs. » Fait que là, tu sais, bon. Alors, en séparant les 2 affaires, on a 2 environnements distincts qu'on nettoie distinctement. Là, je veux pas ouvrir une boîte de Pandore. Okay. Là, tu l'as mentionné. Tu as mentionné la MAPAC. Tu as mentionné l'UDA, l'Union des producteurs agricoles. L'UDA est moins pire. L'UPA. Ouais. On n'embarquera pas là-dedans. C'est le merveilleux monde des syndicats. Tu as eu des enjeux à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose de la part de quelqu'un qui veut s'embarquer dans un projet là, de petite ferme? Est-ce qu'il y a vraiment des enjeux pour ces gens-là? D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que l'autoproduction pour de l'autoconsommation, le MAPAC puis l'UPA n'ont rien à voir là-dedans, tant que tu restes en bas de 100 poules puis 300 poulets. Même à titre personnel, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 100 poules puis 300 poulets, mais tu peux avoir 300 000 vaches puis boire tout le lait tout seul. Tu n'as juste pas le droit de mettre en marché une once de ce lait-là. Donc, le MAPAC puis l'UPA, ça va être à partir du moment où tu veux faire une agriculture marchande, qui vont se mêler de tes affaires. Le MAPAC, c'est sûr, si tu maltraites tes animaux, peuvent s'intéresser à toi parce qu'il va y avoir des plaintes des voisins. Donc, tu ne donnes pas d'eau à ton cheval. Puis là, souvent, ils débarquent et ils disent « Ben oui, là, l'eau est juste qu'un cachet. » En tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas c'est un gros enjeu pour une agriculture, je dirais, à petite échelle qui pourrait redynamiser beaucoup de nos régions, parce que c'est pas vrai que tout le monde va vouloir faire de l'autoproduction ou de l'autoconsommation. Donc, moi, je plains notre avenir collectif au niveau de la possibilité qu'une agriculture de proximité essaime là, parce que l'UPA va demander une cotisation de près de 1 000 $, même 2 000 si vous êtes un couple, à des gens qui vont faire plus que 5 000 $. Là. Genre, si tu fais 5 500, tu payes 2 000 en cotisation. Là, ils vont vous dire qu'il y a des plans de support, puis au début, tu peux ne pas le payer, mais éventuellement, tu vas mettre à le payer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
j'explique tout ça dans La ferme impossible. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la spécialisation de l'agriculture a mené à beaucoup de dérapages, entre autres que des fermes ne font qu'une chose en grande quantité, ils reçoivent un revenu minimal pour leurs produits, donc on les pousse à produire plus, donc ils prennent les raccourcis qu'ils prennent au niveau environnemental. Donc, tu sais, puis inévitablement, les petits outils utilisés par la petite agriculture ont disparu parce qu'on est allé vers la grande agriculture mécanisée. Tu sais, juste des petites écrémeuses, des petits semoirs, des petits réfrigérateurs à lait. Tout ça, il faut aller chercher ça en Europe de l'Est, aux États-Unis, chez les Amish. Donc, tu sais, moi, vraiment, ce dont je parle dans ce livre-là, c'est une agriculture d'autoconsommation, mais comme j'explique, quand tu deviens bon, ça se peut que tu sois tenté par la mise en marché. Alors, tu sais, assurez-vous quand vous choisissez votre table, puis j'en parle dans le livre, que la municipalité est ouverte à ce que vous ayez un petit kiosque de vente ou que vous fassiez des ateliers à la ferme comme nous. Donc, tu sais, mais après ça, l'UPA, si tu fais plus de 5 000 $ de revenus bruts, donc, table champêtre, ça ne compte pas, là, ou des quiches ou des pâtés au poulet, ça ne compte pas, c'est des produits transformés. Là. C'est si tu fais pour 5 000 de tomates, concombres, courgettes, bien là, tu embarques dans cette bataille-là avec la nécessité de cotiser, puis est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'il m'offre un service, puis bon. Quand on regarde ton parcours, tes livres, l'impression que l'écriture, c'est un fil important, mettons, dans ce que tu fais. Ça vient de où ton rapport avec l'écriture? Est-ce que ça fait longtemps que tu écris ou ça a commencé avec la ferme, puis le désir de partager là, ce qui se passait, tes expériences? Mais c'est l'intérêt pour la vulgarisation date de très longtemps. Quand je faisais l'école à la maison, moi, pour comprendre l'addition des fractions, par exemple, je faisais une animation pour l'expliquer. Vulgariser quelque chose, c'est nécessairement avoir eu à le comprendre. Puis plus tu veux l'expliquer clairement, mieux il faut que tu l'aies compris. Donc, moi, avec La ferme impossible, bien, ça a été de vulgariser l'état des lieux législatifs au Québec. C'était aussi un exutoire parce que moi, ça me frustrait quelque chose de rare. J'ai toujours écrit beaucoup les sites web qu'on faisait pour nous-mêmes, puis tout ça, puis pour les gens. Donc, j'ai tout le temps... le volet rédaction, je m'en suis toujours occupé, puis c'était bilingue à l'époque quand j'étais en Outaouais, donc en anglais puis en français. Mais pour moi, la militance qui a commencé plus activement en 2013 avec la conférence La ferme impossible, qui est venue avant l'essai, le livre, de construire une présentation PowerPoint qui explique tout en détail. J'adore faire ça. Et puis le livre, pour moi, c'est souvent des livres de vulgarisation que j'écris, à part peut-être Vivace, qui est un carnet de bord, mais c'est quand même expliquer mon quotidien. Donc, je pense que l'écriture, ce qui est le fun, c'est quelque chose de permanent puis d'accessible. Donc, contrairement à un documentaire où il faut que tu déploies puis tu déplaces mer et monde pour qu'il se fasse, après ça, il faut quand même que quelqu'un qui veut le voir, c'est plus compliqué que de ramasser un livre. Il faut qu'il y ait une place qui l'a, qu'il le diffuse, qu'il l'offre. Donc, je trouve que c'est un beau médium. Puis, j'ai tout le temps aussi beaucoup utilisé mes outils graphiques pour vulgariser aussi. Donc, dans L'Artisan fermier, c'est bourré de plans pour construire. Dans le dernier livre, c'est bourré de photos, de plans aussi. Donc, l'aspect visuel du livre est vraiment le fun parce que ça se prête bien là, à une présentation de tes idées. Dans le livre, est écrit, je trouve, en grand détail. Chaque élément, là, on parlait basse-cour, la serre, les cultures, tout ça. Les techniques, l'organisation, la planification, le matériel d'A à Z. Là. C'est vraiment, c'est un peu un guide. Là. Là, c'est ça. Ben, ça le dit, le nom le dit. Là. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est une œuvre qui est très généreuse, là, dans le sens que les gens peuvent beaucoup apprendre en lisant ça. Mais, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Non, mais on est peut-être attirés par l'autonomie, mais on se dit, bon, tu sais, la ferme impossible, c'est peut-être justement pas possible pour nous. T'sais, on pense qu'on n'a pas le temps, on pense qu'on n'a pas les moyens, on pense que c'est trop compliqué. On ne voit pas nécessairement les impacts de notre style de vie sur l'environnement.
Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, là, comme moi? Là? Qu'est-ce que tu dirais à moi? Bien, en fait, ce guide-là, c'est autant qu'il y a des techniques particulières comme pour planter les carottes puis les oignons, autant que c'est un survol quand même. L'artisan fermier rentre beaucoup plus en détail dans l'élevage de la volaille puis de la chèvre. Donc, vous n'aurez pas dans Toucher Terre, il n'y a pas les plans de construction des caves. Je me dis, ceux qui veulent aller jusque-là, bien, ils vont acheter l'autre livre parce que là, l'autre livre, il est 400 pages, puis là, il y a vraiment du gros détail. Dans celui-là, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai commencé par écrire la table des matières en détail de ce livre-là, avec du 2.1, 0.3, 0.4, pour m'assurer que je touchais à tout. Mais pour moi, l'idée, c'est une immersion, c'est un survol. Il y a une page sur deux, c'est des photos, pleine page. Donc, pour moi, il y a deux axes narratifs dans ce livre-là. Il y a l'axe séducteur, en fait, émotionnel ou artistique, où tu t'immerges dans l'espèce de sentiment qui vient avec cette nature-là que tu investis, qui te nourrit, que tu nourris. Puis il y a l'axe plus technique où j'explique ce qui se passe là, dans ces photos-là, puis dans le quotidien. Je pense qu'au niveau sociétal, moi, ce dont je rêve, c'est que les gens, au lieu d'investir 100% de leur semaine dans un emploi qui leur permet de gagner de l'argent, voient qu'ils peuvent peut-être travailler moins, réduire leurs revenus, mais gagner du temps. Puis qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Bien, tu t'occupes de toi-même, puis tu t'occupes à subvenir à tes besoins, mais directement. Ce qui, pour moi, peut être une grande source de réconfort pour des gens qui vivent mal la volatilité de l'avenir. Est-ce que je vais avoir un job? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc, pour moi, il y a un aspect de grande sécurité qui vient avec le fait d'arrêter de travailler à temps plein pour d'autres puis de travailler pour soi. Tu penses que tu travailles pour toi parce que tu gagnes de l'argent, mais il faut, si tu te mets à acheter tout ce dont tu as besoin, tu es quand même très, très, très dépendant et de l'emploi qui te permet d'avoir cet argent-là, et des fournisseurs de produits et services qui t'amènent ça en ville ou d'ailleurs dans le monde. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, c'est nous, on est allé au bout du projet. Vous pouvez y aller tranquillement comme nous. C'est sur 10 ans que ça s'est élaboré, échafaudé, notre histoire. Donc, vous pouvez choisir des morceaux. C'est pour ça qu'il y a des chapitres puis des sections. Puis chaque section, il y a un début, un milieu puis une fin. Là. Tu peux y aller de manière très, très... Tu peux le lire de manière très parachutée. Tu n'as pas besoin de lire du début à la fin. Quoique ça se lit aussi, paraît-il, comme un roman, dans mesure où il y a une suite dans les idées. Mais bon. Donc, moi, je propose aux gens de regarder le temps qu'on a investi pour obtenir quoi, puis se dire, ben moi, je ne prends que les tomates. Puis ce qui est le fun, c'est que là, tu prends les tomates, puis tu n'as plus jamais besoin d'acheter de tomates en conserve, par exemple, parce que tu as toutes tes tomates de cuisson pour l'année. Tu manges beaucoup de tomates fraîches pendant l'été. Pendant l'hiver, ben oui, tu peux acheter 2-3 tomates pour ton club sandwich, là, ou bien ta sandwich aux tomates, mais il y a des éléments que tu peux tranquillement éliminer, puis ce qui est intéressant, c'est que cet apprentissage-là que tu as fait, tu peux s'additionner à d'autres progressivement. Puis, si besoin est, peut-être que tu ne seras pas capable de tout faire, mais tu vas être capable de faire quelques affaires. Puis, être capable de faire quelques affaires dans un contexte où d'autres sont capables d'en faire aucune, c'est une richesse incommensurable, ça, là. Fait que quand même bien que tu es capable de faire juste des tomates, des patates, puis de l'échalote de Sainte-Anne, bien, entre ça puis rien, c'est un trésor incroyable, ça, là, être capable d'en faire un petit peu. Fait que, tu sais, c'est modulaire. Je dis aux gens que vous pouvez traire une année, puis pas faire saillir la chèvre à l'automne, puis tu n'attrapes pas l'année d'après. Tu peux, une année, dire, j'ai assez de poulet dans le congélateur, j'en élève pas d'autres. Fait que, tu sais, moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est choisissez des trucs, puis essayez-vous. Si vous n'aimez pas ça, reculez là, sur un front, avancez sur un autre. Mais donnez-vous la liberté de vous occuper un peu plus de vous-même, puis un peu moins finalement du système capitalisme qui s'auto-nourrit, puis s'auto-digère, puis n'est pas parti pour nous amener vers un avenir très, très pérenne. Là. Comment, justement, là, on parle au niveau sociétal, comment tu vois la petite ferme paysanne, disons, là, sa relation avec la société puis le monde agricole? Est-ce que tu es quelqu'un qui est militant, évidemment? C'est comment tu imagines l'avenir? Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, puis il faut qu'elle augmente en nombre, mais il faut qu'elle réalise qu'elle a besoin d'être transformatrice au niveau de la mise en marché. Là. Produire uniquement du produit brut, ça, c'est l'affaire des esclaves. Là.
il faut pouvoir toucher une part du gâteau au niveau de la plus-value qui est amenée par exemple, une transformation au niveau du prêt-à-manger, là. Fait que, tu sais, pour moi, le maraîcher qui ne fait que du légume brut, son problème, entre guillemets, c'est qu'il travaille comme un fou. Il est très, très, très dépendant des aléas climatiques. Et il se lève tôt, il ramasse ses légumes, il arrive au marché, il faut qu'il vende ça brut. Ce qu'il ne vend pas, c'est pas trop le fun à ramener. Et puis après ça, personne ne va payer pour une botte de carottes hachées. Ça va être difficile de vendre des kits de salade en morceaux. Les gens sont prêts à payer pour des protéines animales transformées, sont prêts à payer pour un repas végétarien au restaurant. Mais tu n'iras jamais convaincre les gens de payer leurs tomates ou leurs carottes 10 fois plus cher qu'ailleurs. Alors, je pense que la petite ferme de proximité a besoin de se diversifier, peut-être de réduire la quantité, la variété de légumes, mais augmenter les cordes à son arc au niveau des sources de revenus. Donc, il faut qu'ils considèrent, par exemple, en nous, organiser 4 repas champêtres, version barbecue, assis sur des bottes de foin avec une table, des projections le soir sur un écran, une sorte de drive-in où ils fournissent des petites gâteries. L'idée, c'est pas de s'éparpiller trop, mais c'est de comprendre qu'il faut que tu ailles chercher pour ton aliment différentes marges de profit. Donc, la plus basse, c'est quand tu le vends entier, puis ça finit là. La meilleure, c'est quand tu l'as coupé, mis en sandwich, puis tu vends ça. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le projet pilote d'abattage à la ferme, qui permet d'abattre puis de mettre en marché à la ferme et de servir à la ferme jusqu'à 300 poulets, la manière qu'il faut le comprendre, c'est que si tu élèves 75 poulets, oui, tu peux vendre tes 75 poulets avec un panier bio à 75 personnes ou moins, parce que souvent le monde en veut plus qu'un, puis tu les vends à 20$, 30$ le poulet. Ou tu prends tes 75 poulets, puis tu fais 300 repas quart de poulet avec un potage de carottes puis un pudding chômeur à la fin. Puis tu poules des amis ou tu as des employés de manière ponctuelle à ces occasions-là. Fait que tu déploies une structure de service qui s'évapore le lendemain. Fait que tu ne te mets pas d'un coup fixe avec une boutique ouverte à tous les jours, là. Tu fais des événements, puis c'est pour ça que les traiteurs, souvent, sont si lucratifs. Ils font l'événement, puis après, c'est fini, ça se dégonfle. Alors, je pense qu'il faut aller chercher ce profit-là dans les petites fermes. Je trouve ça intéressant aussi parce que ça crée un lien entre les gens de la ville ou les gens qui ne sont pas nécessairement agriculteurs, un lien là, qu'on a vraiment besoin. Oui, parce que c'est ça, la visite à la ferme, là, c'est juste pour aller voir tes jardins, souvent, ça va te bouffer du temps. Fait que quand même bien que tu dis aux gens, vous pouvez venir me voir, puis je pense que les maraîchers, à un moment donné, se tannent, puis ils disent non. Mais tu sais, tout ce qui est genre faire la même chose à la ferme que tu fais au marché, tu te dilues. Parce que là, tu dis au monde, pas besoin de venir le samedi, tu peux venir n'importe quand. Mais là, toi, il faut tout le temps que tu sois là. Fait que c'est important d'y aller de manière très ponctuelle puis ordonnée. Puis les gens aiment les rendez-vous. Aiment année après année savoir qu'à l'automne, il va y avoir cette grande fête-là chez vous. Ou qu'à l'hiver, à un moment donné, pendant une semaine, ils peuvent venir. Puis là, il y a une promenade dans le bois, du chocolat chaud, puis un repas. À l'époque, tu commandais ton poulet au producteur, puis il l'abattait, puis il le livrait au boucher. Il y avait des beurreries, puis des fromageries, puis des crèmeries associées aux fermes de laitières. Il y avait tout le temps un aspect où il y avait un produit transformé qui était offert. Fait que tu étais le bout de la ligne, puis les gens payaient pour du bacon bien plus que pour un cochon entier ou un demi-cochon. Que tu sais, il faut reprendre cette part-là parce que qui fait de l'argent au Québec? AgroPure, Limel, toute cette gang-là, ils savent bien, ils achètent le poulet Saint-Hubert, ils achètent le poulet 3$, eux autres bruts, aux éleveurs de volailles, puis après ça, ils leur vendent je sais pas combien, là, tu sais. Fait qu'évidemment que celui qui vend ça 3$, il faut qu'il en fasse 270 000 par année, comme c'est le cas, parce qu'il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires qui a de l'allure. Puis il y a des impacts à ce type de production-là. Ça amène le productivisme, donc c'est la quantité avant la qualité, parce que c'est un impératif, c'est pour survivre, là. Donc, c'est ça, là, il faut, je pense, rétrécir la chaîne de distribution, en tout cas, le plus souvent possible, pour être capable de faire ce profit-là que d'habitude, tu donnes à d'autres en pensant que toi, en te concentrant juste sur une chose, ça va être rentable. Bien là, attention, si tu te concentres sur l'aspect qui est le moins lucratif, mande-toi pas après ça, là. Chez vous, est-ce que vous en offrez là, des tables champagne? On les offre uniquement dans le cadre des ateliers d'un jour à la ferme. Donc, on en fait 8 par année. Il y a 10 places
par atelier. Ça part relativement vite d'habitude, juste avec le bouche à oreille, les gens qui attendent puis qui le veulent. Mais là, quand les gens viennent, on investit tout où avec ça. Donc, c'est un atelier, 2 jours de préparation, un atelier, 2 jours de préparation, un atelier. Puis là, c'est ça. Depuis l'année dernière, même celle d'avant, grâce au projet pilote, bien, il y a du poulet qui est intégré à cette table champêtre-là parce que là, ça nous est maintenant permis. Et puis, ça devrait continuer à l'être si tout va bien. Alors ça, pour nous, c'est vraiment là, de faire goûter aux gens ce qu'on produit. Pour nous, c'est vraiment la consécration de nos efforts. Puis, c'est là où ça fait du sens financier aussi. Avec la quantité de poulets qu'on élève, moi, je ne veux pas vendre des poulets entier. Je veux vendre une rillette de volaille, un pâté au poulet de volaille, un cassoulet de volaille avec un bouillon aux pâtes, puis une mousse de foie, puis une salade de cœur grillé avec une sauce, là, tu sais. Pour ceux qui veulent approfondir là, la réflexion, ils veulent en savoir plus, je vais rappeler que le livre Toucher terre, guide de l'omniculture responsable de Dominique Lamontagne est publié chez Éco-Société et disponible en librairie. Et chez nous. Et chez vous, directement. Absolument. Puis là, évidemment, c'est le même principe. Là. quand nous, on arrive à faire la mise en marché directement au lecteur, on n'a pas le même genre de marge de profit que quand c'est fait ailleurs. Cela dit, si vous avez une librairie dans votre coin que vous connaissez bien, ben oui, ça fait du sens. Tu vas l'acheter là. Mais si vous allez sur enpleinegueule.com, moi, je vous le dédicace, ça part de chez nous. Et c'est évidemment une autre façon de supporter la militance qu'on fait. Et puis, on a plusieurs livres. Tous mes livres, en fait, sont disponibles. Donc, c'est au enpleinegueule.com? Oui. Ben, merci beaucoup, Dominique, pour l'échange. Merci à toi. Puis pour la générosité du livre aussi. Ben merci, c'est ça. J'essaie tout le temps de mettre tout ce que je sais à ce moment-là dans ce que j'écris, et sans étouffer les gens. Mais là, cette fois-ci, c'est ce dont je suis particulièrement fier. C'est de l'aspect aussi très graphique de ça, avec l'abondance de photos, puis le fait que c'est des capsules. C'est une synthèse, c'est une constellation de possibles, et les gens peuvent choisir là-dedans ce qui les intéresse, commencer avec ça, puis après ça, en greffer d'autres. Toujours aussi, c'est le fun, les livres, mais t'apprends toi-même, t'apprends sur le tas. Ta réalité est tout le temps propre, puis il faut pas prendre tout ce qu'on te dit pour du cash. Tu vas apprendre là, vraiment tes zones de confort, puis les zones de confort aussi des vivants que tu essaies d'embarquer avec toi là-dedans. Ben, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dominique. Ouais. En tout cas, comme tu dis. En tout cas.